À l'école, quand il s'agit de parler de la Seconde Guerre mondiale et des puissances de l'Axe, on parle toujours des immenses conquêtes réalisées par le Japon et l'Allemagne, mais jamais celle de l'Italie, qui est pourtant la troisième force majeure de cette alliance. On s'est alors demandé pourquoi. Après tout, l'Italie, c'est une grande puissance, qui avait à l'époque pas mal d'hommes et du matériel moderne. Ils ont sûrement dû réaliser des conquêtes avant d'être vaincus. En fait, si on parle jamais des conquêtes italiennes, c'est parce qu'il n'y en a simplement pas eu. Loser. Ou presque pas. L'armée italienne a livré une performance catastrophique durant le conflit. Dans cette vidéo, on vous propose de revenir sur 4 échecs majeurs de l'armée italienne dans la Seconde Guerre mondiale. Déjà, pour bien comprendre, il faut recontextualiser la situation de l'Italie après la Grande Guerre de 14-18. Neutre jusqu'alors, le royaume d'Italie rejoint le conflit en 1915 aux côtés des Français et des Anglais, car ces derniers lui ont promis plusieurs territoires en cas de victoire. Le problème, c'est que l'Italie va se faire douiller par ses alliés et ne va récupérer qu'une partie de ses territoires promis. Beaucoup d'Italiens ont alors un immense seum, surtout des soldats qui ont l'impression d'avoir combattu pour rien. Petit à petit, un certain Mussolini Benito va gagner en influence et marcher sur Rome en 1922. Le roi qui voit que son pays est déjà dans la sauce et qui a pas trop envie d'ajouter encore une guerre civile à tous les problèmes de l'Italie, décide de lui donner le pouvoir. De fil en aiguille, l'Italie se transforme en dictature et devient le premier régime fasciste de l'histoire. C'est un résumé très rapide, mais ça nous paraissait important d'expliquer brièvement la situation italienne avant 1939. On va maintenant pouvoir passer à la première débâcle italienne. Non, tu dégages! L'invasion de la France. Alors on le sait pas forcément, mais l'Italie a elle aussi déclaré la guerre à la France en 1940. Mais c'était un peu différent des nazis. C'est simple, ils ont attendu que les forces françaises se fassent rouler dessus par le Blitzkrieg pour commencer à attaquer, ces gros nulos là. En gros, ils déclarent la guerre à la France le 10 juin 1940 alors qu'elle est déjà à moitié effondrée et qu'elle mobilise déjà tout son matériel pour tenter une résistance désespérée face aux nazis. Mussolini, courageux comme il est, a attendu d'être vraiment sûr de gagner pour attaquer. Il envoie alors 300 000 hommes, rien que ça, dans les Alpes françaises. Son but est simple, s'asseoir à la table des vainqueurs quand la France aura capitulé, alors que c'est l'Allemagne qui a fait tout le taf. Vu le thème de la vidéo, vous imaginez que ça a complètement foiré. Les 185 000 Français présents dans les Alpes parviennent à défendre leur position, l'artillerie pilonne les blindés italiens, et les soldats ne sont pas du tout équipés pour la météo extrême de montagne. Un épisode est resté particulièrement célèbre, celui du pont Saint-Louis. Dites-nous d'ailleurs si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo dédiée. Où 9 Français ont tenu face à 4000 Italiens. Oui, 4000 Italiens n'ont pas réussi à prendre un pont défendu par simplement 9 Français. Résultat, ce qui devait être une offensive rapide et facile face à un pays qui a déjà un genou à terre, se transforme en bourbier. L'Italie perd des centaines de soldats qui sont soit tués ou faits prisonniers, et des milliers sont blessés, notamment car ils n'étaient pas équipés contre le froid alpin. De son côté, la France s'en sort avec quelques dizaines de blessés et de morts. Après la signature de l'armistice, l'Italie, qui voulait récupérer la vallée du Rhône et Marseille, ne se voit accorder par l'Allemagne qu'une minuscule zone d'occupation d'à peine 800 km². C'est la taille d'une ville comme Berlin, pour vous donner une idée. Et cette zone, elle couvre seulement 28 000 habitants. On est donc à des années-lumière de ce que Mussolini espérait. La guerre italo-grecque. Il faut savoir qu'un des grands rêves de Mussolini, c'était de recréer une sorte d'empire romain qui dominerait la Méditerranée. C'est un peu dans cette logique qu'il envoie un ultimatum à la Grèce pour que cette nation laisse passer les troupes italiennes sur son sol et qu'il profite du fait qu'elle refuse pour attaquer et tenter d'annexer le territoire. Mussolini attaque alors la Grèce depuis l'Albanie, alors occupée, par surprise le 28 octobre 1940 sans prévenir son grand allié allemand. Il veut prouver que lui aussi peut se débrouiller tout seul comme un grand. Le souci, c'est qu'il n'a pas l'air d'être au courant qu'une guerre ça se prépare et ne se décide pas sur un coup de tête. Son plan était original. Envoyer des blindés en masse pour briser les défenses grecques en montagne et les faire capituler en 2 semaines. Oui, ce tocard a visiblement oublié que son armée s'était cassé la gueule dans les Alpes quelques mois plus tôt, justement à cause du manque de préparation. Le résultat est pas surprenant.
À cause de la météo et de la boue, les blindés italiens ne peuvent pas avancer. Les chaînes de ravitaillement sont mises à mal et les Grecs qui connaissent parfaitement le terrain repoussent les Italiens en dehors de leur pays et pénètrent même en Albanie. C'est à se demander ce qu'il a dans le crâne. L'armée italienne n'avait pas connu de succès majeur récent, mais il s'est quand même dit qu'il allait faire tomber un pays comme la Grèce en 2 semaines. L'Allemagne est alors obligée d'intervenir pour sauver l'Italie. Ce qui devait être une démonstration flamboyante que l'Italie peut gagner seule se transforme en humiliation. Elle est vaincue par une nation qui lui est militairement bien inférieure, en tout cas sur le papier, et Mussolini est finalement obligé de chouiner chez Hitler pour obtenir de l'aide. En termes de bilan humain, l'Italie, pourtant en supériorité numérique, essuie des pertes majeures. Plus de 13 000 soldats sont tués et des dizaines de milliers sont blessés ou faits prisonniers. Enfin, il faut aussi savoir que cette invasion est une catastrophe pour les Allemands. Alors, ils arrivent à vaincre les Grecs, ça aucun problème. Mais le fait d'avoir dû aider les Italiens a retardé le plan d'Hitler pour l'invasion de l'URSS. En d'autres termes, sans la résistance grecque, l'Allemagne aurait pu lancer son offensive contre les Soviétiques plus tôt, ne se serait peut-être pas embourbée dans le terrible hiver russe, et le cours de l'histoire moderne aurait pu être très différent. L'opération Compass. Après ces 2 désastres, on pourrait se dire que l'armée italienne est peut-être juste pas faite pour attaquer et est meilleure pour défendre. Et bah laissez-moi vous dire que l'opération Compass est là pour nous prouver le contraire. Il faut savoir que l'Italie avait décidé d'attaquer l'Égypte, alors sous contrôle anglais, ce qui a été, je vous laisse deviner, un flop. Mais c'est pas ça le pire. Les Anglais ne se contentent pas de défendre leur territoire, ils lancent une contre-offensive en Libye, alors colonie italienne. Le rapport de force est une nouvelle fois en faveur de Mussolini. 30 000 Britanniques attaquent une colonie défendue par 150 000 Italiens. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, vous allez me dire? Ah oui, cette fois-ci le haut commandant a visiblement oublié qu'une armée avec du matériel c'était quand même pas mal. C'est pas compliqué, les soldats italiens manquaient de tout. Eau, carburant, appareils motorisés et blindés efficaces. En plus, le peu de matériel dont il disposait l'Italie était inefficace. Par exemple, leurs chars ne faisaient pas du tout le poids face aux Matilda II britanniques. À ça viennent s'ajouter des erreurs tactiques. Les Italiens se retranchent dans des camps isolés qui sont encerclés puis détruits par les Britanniques. Une partie du commandement menait cette guerre contre son gré, car c'est principalement Mussolini qui voulait attaquer l'Égypte contre l'avis de ses généraux, et la coordination entre forces terrestres et aériennes était globalement mauvaise. Le bilan est encore calamiteux. Les Allemands doivent une fois de plus envoyer des troupes, ainsi qu'un de leurs généraux les plus talentueux en la personne d'Erwin Rommel, pour contenir l'effondrement italien, ce qui acte définitivement le fait que l'Italie est incapable de se débrouiller sans l'aide allemande, et ça la place de facto dans une situation où ils deviennent ni plus ni moins que la soumise des nazis, alors qu'ils sont censés être simplement alliés. En prime, l'Italie perd des dizaines de milliers de soldats, qu'ils soient morts ou faits prisonniers, et des centaines de chars ainsi qu'un millier de canons sont perdus ou détruits. Enfin, la Cyrénaïque, qui est donc cette région de la Libye, qui est une région hautement stratégique, passe sous contrôle allié. L'Armir. L'Armir pour Armata italiana in Russia. aussi appelée plus simplement 8e armée, étaient les forces italiennes déployées en URSS pour aider les Allemands. Pour rappel, en 1941, Hitler brise le pacte germano-soviétique de non-agression et attaque l'URSS. Mussolini veut encore une fois montrer qu'il est là et qu'il ne sert pas à rien, même si avec cette vidéo vous comprenez que si. Et envoie 60 000 soldats sur le front de l'Est. Motivé par le fait que la Wehrmacht rencontre initialement des succès impressionnants tout au long de l'année 1941, il envoie à l'été 1942 plus de 200 000 hommes combattre en URSS, ce qui constitue la fameuse Armir. Cette fois-ci, Mussolini et son état-major ont retenu la leçon. Les soldats sont parfaitement équipés contre le froid et ont des armes modernes. Oh non, bah non, toujours pas, non. C'est quand même fou, les mecs ne retiennent jamais la leçon. Alors, ils sont équipés pour le froid. Sur le papier, ils ont un uniforme contre les températures extrêmes. Mais il est en fait largement insuffisant face au moins degrés russes. Pour compliquer encore les choses, les fusils italiens datent de la fin du 19e siècle,
Les blindés italiens sont toujours aussi inutiles face aux T-34 soviétiques, et leurs fusils anti-chars sont affectueusement nommés attrape-mouches par les soldats, parce qu'ils rebondissent tout simplement sur le blindage des chars soviétiques. Je vous laisse un peu imaginer. Vous êtes un soldat italien, on vous a envoyé affronter l'hiver russe sous moins 40, avec une doudoune quechua, des fusils qui ont plus de 50 ans, et des armes anti-chars qui sont moins efficaces que des cailloux. C'était vraiment pas simple à l'époque. Bon, il est temps de parler de ce qu'a fait concrètement cette immense armée pendant la guerre. Leur mission était la suivante. Pendant que les Allemands s'enfonçaient dans Stalingrad, ce qui donnera d'ailleurs la bataille la plus célèbre mais aussi la plus sanglante du conflit, les Italiens étaient chargés de défendre le fleuve du Don, qui se situait juste à côté. Ce qui donne malheureusement une ligne de front étirée sur plus de 200 km, avec donc tous les problèmes qu'on a cités juste avant. Ça sent vraiment pas bon pour eux, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout se complique en réalité après que les forces de Staline réussissent à encercler et à vaincre les Allemands à Stalingrad. L'armée rouge attaque alors les troupes italiennes stationnant sur le Don, et des centaines de chars soviétiques déferlent sur l'armure. Oui, exactement les chars bien supérieurs aux chars italiens, et sur lesquels leurs munitions ne font que rebondir. Les Italiens sont tout bonnement pulvérisés, et leur retraite est catastrophique, notamment à cause du froid et de la faim extrême. Et là, le bilan est indéniablement le plus lourd de toute la vidéo. On parle de, selon les sources, environ 85 000 Italiens tués, 30 000 blessés lourdement et 70 000 prisonniers, dont peu reviendront d'ailleurs en vie. Les prisons soviétiques, on connaît. Ce désastre affaiblit évidemment Mussolini politiquement, et il sera responsable en partie de sa première chute en juillet 1943. Maintenant qu'on a vu ces 4 opérations catastrophiques, on comprend mieux pourquoi en cours on ne parle presque pas de l'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est tout simplement car ils ont eu très peu d'impact et qu'ils n'ont fait qu'enchaîner les revers. Si on s'intéresse aux raisons de ces échecs, on voit des patterns se répéter. Premièrement, Mussolini était un piètre commandant militaire. Il n'avait aucune formation d'officier et n'était donc absolument pas qualifié pour commander des armées. Il a trop de fois attaqué sur un coup de tête pour préserver sa fierté, et quand les émotions se mêlent au pouvoir, c'est rarement un bon signe. Il avait également tendance à beaucoup trop négliger l'impact de la météo sur ses troupes, ce qui est une erreur fatale. Le matériel italien, quant à lui, était, bien que relativement moderne par rapport aux standards mondiaux, en retard sur les grandes puissances comme le Royaume-Uni, contre lequel l'Italie a beaucoup combattu. Enfin, il y avait une mauvaise cohésion avec les Alliés, notamment car Mussolini était jaloux des succès allemands au début de la guerre et qu'il considérait probablement Hitler non pas seulement comme un allié, mais aussi comme un rival. Il nous paraissait également important de préciser que contrairement à ce que la propagande alliée a voulu faire croire pendant un temps, ce n'est pas le manque de courage des soldats italiens qui leur a fait perdre la guerre. Plusieurs épisodes comme la guerre autour du fleuve Don montrent que les troupes ne manquaient pas de bravoure, mais que l'incompétence du haut commandement et le matériel obsolète qu'on leur fournissait ont finalement eu raison d'eux. Il ne faut pas oublier que les soldats restent avant tout des victimes de leur hiérarchie, contraints d'obéir aux ordres de leurs supérieurs qui restaient tranquillement à Rome pendant que eux mouraient littéralement de froid en Russie. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a intéressé autant qu'elle nous a intéressé. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, par exemple un épisode 2 sur les débâcles d'un autre pays, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ce sera évidemment un plaisir de vous lire. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus!